Alexandre Dumas, La Reine Margot, partie 19 du livre audio, chapitre 27 du tome 2. La torture du brodequin. Ce fut seulement lorsqu'on l'eut reconduit dans son nouveau cachot et qu'on eut refermé la porte derrière lui que Coconas, abandonné à lui-même et cessant d'être soutenu par la lutte avec les juges et par sa colère contre René, commença la série de ses tristes réflexions. « Il me semble, se dit-il à lui-même, que cela tourne au plus mal, et qu'il serait temps d'aller un peu à la chapelle. Je me défie des condamnations à mort, car incontestablement, on s'occupe de nous condamner à mort à 7 heures. Je me défie surtout des condamnations à mort qui se prononcent dans le huis clos d'un château fort devant des figures aussi laides que toutes ces figures qui m'entouraient. On veut sérieusement nous couper la tête. Je reviens donc à ce que je disais, il serait temps d'aller à la chapelle. » Ces mots prononcés à demi-voix furent suivis d'un silence. Et ce silence fut interrompu par un bruit sourd, étouffé, lugubre, et qui n'avait rien d'humain. Ce cri sembla percer la muraille épaisse et vint vibrer sur le fer de ses barreaux. Coconas frissonna malgré lui. Et cependant c'était un homme si brave que chez lui la valeur ressemblait à l'instinct des bêtes féroces. Coconas demeura immobile à l'endroit où il avait entendu la plainte, doutant qu'une pareille plainte pût être prononcée par un être humain. Et la prenant pour le gémissement du vent dans les arbres, ou pour un de ces 1000 bruits de la nuit qui semblent descendre ou monter des 2 mondes inconnus entre lesquels tourne notre monde. Alors, une seconde plainte, plus douloureuse, plus profonde, plus poignante encore que la première, parvint à Coconas. Et cette fois, non seulement il distingua bien positivement l'expression de la douleur dans la voix humaine, mais encore il crut reconnaître dans cette voix celle de la Mole. À cette voix, le Piémontais oublia qu'il était retenu par 2 portes, par 3 grilles et par une muraille épaisse de 12 pieds. Il s'élança de tout son poids contre cette muraille, comme pour la renverser et voler au secours de la victime en s'écriant « On égorge donc quelqu'un ici ?» Mais il rencontra sur son chemin le mur, auquel il n'avait pas pensé, et il tomba, froissé du choc, contre un banc de pierre sur lequel il s'affaissa. Ce fut tout. « Oh, ils l'ont tué !» murmura-t-il. « C'est abominable ! Mais c'est qu'on ne peut se défendre ici. Rien, pas d'armes. » Il étendit les mains autour de lui. « Ah, cet anneau de fer !» s'écria-t-il. « Je l'arracherai, et malheur à qui m'approchera !» Coconas se releva, saisit l'anneau de fer, et d'une première secousse l'ébranla si violemment qu'il était évident qu'avec 2 secousses pareilles, il le décèlerait. Mais soudain, la porte s'ouvrit et une lumière produite par 2 torches envahit le cachot. « Venez, monsieur !» lui dit la même voix grasseyante qui lui avait été déjà si particulièrement désagréable et qui, pour se faire entendre cette fois 3 étages au-dessous, ne lui parut pas avoir acquis le charme qui lui manquait. « Venez, monsieur, la cour vous attend. »« Bon, » dit Coconas, lâchant son anneau, « c'est mon arrêt que je vais entendre, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. »« Oh, je respire. »« Marchons, » dit-il, et il suivit l'huissier qui marchait devant lui de son pas compassé et tenant sa baguette noire. Malgré la satisfaction qu'il avait témoignée dans un premier mouvement, Coconas jetait, tout en marchant, un regard inquiet à droite et à gauche, devant et derrière. « Oh oh !» murmura-t-il, « je n'aperçois pas mon digne geôlier. J'avoue que sa présence me manque. » On entra dans la salle que venaient de quitter les juges, et où demeurait seul debout un homme que Coconas reconnut pour le procureur général qui avait plusieurs fois, dans le cours de l'interrogatoire, porté la parole, et toujours avec une animosité facile à reconnaître. En effet, c'était celui à qui Catherine, tantôt par lettres, tantôt de vive voix, avait particulièrement recommandé le procès. Un rideau levé laissait voir le fond de cette chambre, et cette chambre, dont les profondeurs se perdaient dans l'obscurité, avait dans ses parties éclairées un aspect si terrible
que Coconas sentit que les jambes lui manquaient et s'écria « Oh, mon Dieu !» Ce n'était pas sans cause que Coconas avait poussé ce cri de terreur. Le spectacle était en effet des plus lugubres. La salle, cachée pendant l'interrogatoire par ce rideau, qui était levé maintenant, apparaissait comme le vestibule de l'enfer. Au premier plan, on voyait un chevalet de bois garni de cordes, de poulies et d'autres accessoires torsionnaires. Plus loin flambait un brasier qui reflétait ses lueurs rougeâtres sur tous les objets environnants et qui assombrissait encore la silhouette de ceux qui se trouvaient entre Coconas et lui. Contre une des colonnes qui soutenaient la voûte, un homme immobile comme une statue se tenait debout, une corde à la main. On eût dit qu'il était de la même pierre que la colonne à laquelle il adhérait. Sur les murs, au-dessus des bancs de grès, entre des anneaux de fer, pendaient des chaînes et reluisaient des lames. « Oh !» murmura Coconas. « La salle de la torture toute préparée et qui semble ne plus attendre que le patient. Qu'est-ce que cela signifie ?»« À genoux, Marc Annibal Coconas !» dit une voix qui fit relever la tête du gentilhomme. « À genoux, pour entendre l'arrêt qui vient d'être rendu contre vous. » C'était une de ces invitations contre lesquelles toute la personne d'Hannibal réagissait instinctivement. Mais comme elle était en train de réagir, deux hommes appuyèrent leurs mains sur son épaule d'une façon si inattendue et surtout si pesante qu'il tomba les deux genoux sur la dalle. La voix continua. Arrêt rendu par la cour séant au donjon de Vincennes contre Marc Annibal de Coconas, atteint et convaincu du crime de lèse-majesté, de tentative d'empoisonnement, de sortilège et de magie contre la personne du roi, du crime de conspiration contre la sûreté de l'État, comme aussi pour avoir entraîné, par ses pernicieux conseils, un prince du sang à la rébellion. À chacune de ces imputations, Coconas avait hoché la tête en battant la mesure, comme font les écoliers indociles. Le juge continua. En conséquence de quoi sera ledit Marc Annibal de Coconas conduit de la prison à la place Saint-Jean-en-Grève pour y être décapité. Ses biens seront confisqués, ses hautes futaies coupées à la hauteur de 6 pieds, ses châteaux ruinés, et en l'air un poteau planté avec une plaque de cuivre qui constatera le crime et le châtiment. « Pour ma tête, dit Coconas, je crois bien qu'on la tranchera, car elle est en France et fort aventurée même. Quant à mes bois de haute futaie et quant à mes châteaux, je défie toutes les scies et toutes les pioches du royaume très chrétien de mordre dedans. »« Silence !» fit le juge, et il continua. « De plus, sera ledit Coconas. »« Comment ?» interrompit Coconas. « Il me sera fait quelque chose encore après la décapitation ? Oh oh, cela me paraît bien sévère. »« Non, monsieur, » dit le juge. « Avant. » Et il reprit. « Et sera de plus ledit Coconas avant l'exécution du jugement appliqué à la question extraordinaire qui est des 10 coins. » Coconas bondit, foudroyant le juge d'un regard étincelant. « Et pourquoi faire ?» s'écria-t-il, ne trouvant pas d'autre mot que cette naïveté pour exprimer la foule de pensées qui venaient de surgir dans son esprit. En effet, cette torture était pour Coconas le renversement complet de ses espérances. Il ne serait conduit à la chapelle qu'après la torture, et de cette torture, on mourait souvent. On en mourait d'autant mieux qu'on était plus brave et plus fort, car alors on regardait comme une lâcheté d'avouer, et tant qu'on n'avouait pas, la torture continuait, et non seulement continuait, mais redoublait de force. Le juge se dispensa de répondre à Coconas, la suite de l'arrêt répondant pour lui. Seulement, il continua. Afin de le forcer d'avouer ses complices, complots et machinations dans le détail. « Mordi !» s'écria Coconas. « Voilà ce que j'appelle une infamie. Voilà ce que j'appelle bien plus qu'une infamie. Voilà ce que j'appelle une lâcheté. » Accoutumé aux colères des victimes, colère que la souffrance calme en les changeant en larmes, le juge impassible ne fit qu'un seul geste. Coconas, saisi par les pieds et par les épaules, fut renversé, emporté, couché et attaché sur le lit de la question
avant d'avoir pu regarder même ceux qui lui faisaient cette violence. « Misérable !» hurlait Coconas, secouant dans un paroxysme de fureur le lit et les tréteaux de manière à faire reculer les tourmenteurs eux-mêmes. « Misérable ! Torturez-moi, brisez-moi, mettez-moi en morceaux. Vous ne saurez rien, je vous le jure. Ah, vous croyez que c'est avec des morceaux de bois ou avec des morceaux de fer qu'on fait parler un gentilhomme de mon nom ? Allez, allez, je vous en défie. »« Préparez-vous à écrire, greffier, » dit le juge. « Oui, prépare-toi » hurla Coconas. « Et si tu écris tout ce que je vais vous dire à tous, infâme bourreau, tu auras de l'ouvrage. Écris, écris !»« Voulez-vous faire des révélations ?» dit le juge de sa même voix calme. « Rien, pas un mot. Allez au diable !»« Vous réfléchirez, monsieur, pendant les préparatifs. Allons, maître, ajustez les bottines à monsieur. » À ces mots, l'homme qui était resté debout et immobile jusque-là, les cordes à la main, se détacha de la colonne et d'un pas lent s'approcha de Coconas, qui se retourna de son côté pour lui faire la grimace. C'était maître Caboche, le bourreau de la prévôté de Paris. Un douloureux étonnement se peignit sur les traits de Coconas, qui, au lieu de crier et de s'agiter, demeura immobile et ne pouvant détacher ses yeux du visage de cet ami oublié qui reparaissait en un pareil moment. Caboche, sans qu'un seul muscle de son visage fût agité, sans qu'il parût avoir jamais vu Coconas autre part que sur le chevalet, lui introduisit 2 planches entre les jambes, lui plaça 2 autres planches pareilles en dehors des jambes, et ficela le tout avec la corde qu'il tenait à la main. C'était cet appareil qu'on appelait les brodequins. Pour la question ordinaire, on enfonçait 6 coins entre les 2 planches qui, en s'écartant, broyaient les chairs. Pour la question extraordinaire, on enfonçait 10 coins, et alors les planches non seulement broyaient les chairs, mais faisaient éclater les os. L'opération préliminaire terminée, maître Caboche introduisit l'extrémité du coin entre les 2 planches. Puis, son maillet à la main, agenouillé sur un seul genou, il regarda le juge. « Voulez-vous parler ?» demanda celui-ci. « Non » répondit résolument Coconas, quoiqu'il sentît la sueur perler sur son front et ses cheveux se dresser sur sa tête. « En ce cas, allez, dit le juge, premier coin de l'ordinaire. » Caboche leva son bras armé d'un lourd maillet et assena un coup terrible sur le coin qui rendit un son mat. Le chevalet trembla. Coconas ne laissa point échapper une plainte à ce premier coin qui, d'ordinaire, faisait gémir les plus résolus. Il y eut même plus. La seule expression qui se peignit sur son visage fut celle d'un indicible étonnement. Il regarda avec des yeux stupéfaits Caboche, qui, le bras levé, à demi retourné vers le juge, s'apprêtait à redoubler. « Quelle était votre intention en vous cachant dans la forêt ?» demanda le juge. « De nous asseoir à l'ombre, » répondit Coconas. « Allez, » dit le juge. Caboche appliqua un second coup, qui résonna comme le premier. Mais pas plus qu'au premier coup, Coconas ne sourcilla, et son œil continua de regarder le bourreau avec la même expression. Le juge fronça le sourcil. « Voilà un chrétien bien dur, » murmura-t-il. « Le coin est-il entré jusqu'au bout, maître ?» Caboche se baissa comme pour examiner, mais en se baissant, il dit tout bas à Coconas. « Mais criez donc, malheureux !» Puis, se relevant, « Jusqu'au bout, monsieur, dit-il. »« Second coin de l'ordinaire, » reprit froidement le juge. Les 4 mots de Caboche expliquaient tout à Coconas. Le digne bourreau venait de rendre à son ami le plus grand service qui se puisse rendre de bourreau à gentilhomme. Il lui épargnait plus que la douleur. Il lui épargnait la honte des aveux, en lui enfonçant entre les jambes des coins de cuir élastique, dont la partie supérieure était seulement garnie de bois au lieu de lui enfoncer des coins de chêne. De plus, il lui laissait toute sa force pour faire face à l'échafaud. « Ah, brave Caboche !» murmura Coconas. « Sois tranquille, va, je vais crier, puisque tu me le demandes, et si tu n'es pas content, tu seras difficile. »
Pendant ce temps, Caboche avait introduit entre les planches l'extrémité d'un coin plus gros encore que le premier. « Allez !» dit le juge. À ce mot, Caboche frappa, comme s'il se fût agi de démolir d'un seul coup le donjon de Vincennes. « Ah ouh !» cria Coconas avec les intonations les plus variées. « Mille tonnerres, vous me brisez les os. Prenez donc garde. »« Ah !» dit le juge en souriant. « Le second fait son effet. Cela m'étonnait aussi. » Coconas respira comme un soufflet de forge. « Que faisiez-vous donc dans la forêt ?» répéta le juge. « Eh, mordieu, je vous l'ai déjà dit. Je prenais le frais. »« Allez !» dit le juge. « Avouez !» lui glissa Caboche à l'oreille. « Quoi ? Tout ce que vous voudrez, mais avouez quelque chose. » Et il donna le second coup, non moins bien appliqué que le premier. Coconas pensa s'étrangler à force de crier. « Oh là là !» dit-il. « Que désirez-vous savoir, monsieur ? Par ordre de qui j'étais dans le bois ? » ?»« Oui, monsieur. »« J'y étais par ordre de monsieur d'Alençon. »« Écrivez, » dit le juge. « Si j'ai commis un crime en tendant un piège au roi de Navarre, continua Coconas, je n'étais qu'un instrument, monsieur, et j'obéissais à mon maître. » Le greffier se mit à écrire. « Oh, tu m'as dénoncé, face blême, » murmura le patient. « Attends, attends. » Et il raconta la visite de François au roi de Navarre, les entrevues entre Demouy et M. d'Alençon, l'histoire du manteau rouge, le tout en hurlant par réminiscence et en se faisant ajouter de temps en temps un coup de marteau. Enfin, il donna tant de renseignements précis, véridiques, incontestables, terribles contre M. le duc d'Alençon, il fit si bien paraître ne les accorder qu'à la violence des douleurs, il grimaça, rugit, se plaignit si naturellement et sur tant d'intonations différentes que le juge lui-même finit par s'effaroucher d'avoir à enregistrer des détails si compromettants pour un fils de France. « Eh bien, à la bonne heure, disait Caboche. Voici un gentilhomme à qui il n'est pas besoin de dire les choses à deux fois et qui fait bonne mesure au greffier. Jésus Dieu, que serait-ce donc si au lieu d'être de cuir, les coins étaient de bois ? » Aussi fit-on grâce à Coconas du dernier coin de l'extraordinaire. Mais, sans compter celui-là, il avait eu affaire à 9 autres, ce qui suffisait parfaitement à lui mettre les jambes en bouillie. Le juge fit valoir à Coconas la douceur qu'il lui accordait en faveur de ses aveux et se retira. Le patient resta seul avec Caboche. « Eh bien, lui demanda celui-ci, comment allons-nous, mon gentilhomme ? »« Ah, mon ami, mon brave ami, mon cher Caboche, dit Coconas, sois certain que je serai reconnaissant toute ma vie de ce que tu viens de faire pour moi. Peste, vous avez raison, monsieur, car si on savait ce que j'ai fait pour vous, c'est moi qui prendrais votre place sur ce chevalet, et on ne me ménagerait point, moi, comme je vous ai ménagé. Mais comment as-tu eu l'ingénieuse idée... » Voilà, dit Caboche, tout en entortillant les jambes de Coconas dans des linges ensanglantés. J'ai su que vous étiez arrêté. J'ai su qu'on faisait votre procès. J'ai su que la reine Catherine voulait votre mort. J'ai deviné qu'on vous donnerait la question, et j'ai pris mes précautions en conséquence. Au risque de ce qui pouvait arriver ? Monsieur, dit Caboche, vous êtes le seul gentilhomme qui m'ait donné la main, et l'on a de la mémoire et un cœur, tout bourreau qu'on est. Et peut-être même parce qu'on est bourreau. Vous verrez demain comme je ferai proprement ma besogne. Demain, dit Coconas. Sans doute, demain. Quelle besogne ? Caboche regarda Coconas avec stupéfaction. Comment, quelle besogne ? Avez-vous donc oublié l'arrêt ? Ah oui, en effet, l'arrêt, dit Coconas. Je l'avais oublié. Le fait est que Coconas ne l'avait point oublié, mais qu'il n'y pensait pas. Ce à quoi il pensait, c'était à la chapelle, au couteau caché sous la nappe sacrée, à Henriette et à la reine, à la porte de la sacristie et aux 2 chevaux attendant à la lisière de la forêt. Ce à quoi il pensait, c'était à la liberté, c'était à la course en plein air, c'était à la sécurité au-delà des frontières de France. « Maintenant, dit Caboche,
Il s'agit de vous faire passer adroitement du chevalet sur la litière. N'oubliez pas que pour tout le monde, et même pour mes valets, vous avez les jambes brisées, et qu'à chaque mouvement, vous devez pousser un cri. « Aïe !» fit Coconas, rien qu'en voyant les 2 valets approcher de lui la litière. « Allons, allons, un peu de courage, dit Caboche. Si vous criez déjà, que direz-vous donc tout à l'heure ?»« Mon cher Caboche, dit Coconas, ne me laissez pas toucher, je vous en supplie, par vos estimables acolytes. Peut-être n'aurait-il pas la main aussi légère que vous. »« Posez la litière près du chevalet, dit maître Caboche. » Les 2 valets obéirent. Maître Caboche prit Coconas dans ses bras comme il l'aurait fait d'un enfant et le déposa couché sur le brancard. Mais malgré toutes ces précautions, Coconas poussa des cris féroces. Le brave guichetier parut alors avec une lanterne. « À la chapelle, dit-il. » Et les porteurs de Coconas se mirent en route après que Coconas eut donné à Caboche une seconde poignée de main. La première avait trop bien réussi au Piémontais pour qu'il fît désormais le difficile. Chapitre 28. La chapelle. Le lugubre cortège traversa, dans le plus profond silence, les 2 ponts-levis du donjon et la grande cour du château qui mène à la chapelle, et aux vitraux de laquelle une pâle lumière colorait les figures livides des apôtres en robe rouge. Coconas aspirait avidement l'air de la nuit, quoique cet air fût tout chargé de pluie. Il regardait l'obscurité profonde et s'applaudissait de ce que toutes ces circonstances étaient propices à sa fuite et à celle de son compagnon. Il lui fallut toute sa volonté, toute sa prudence, toute sa puissance sur lui-même pour ne pas sauter en bas de la litière dès que, porté dans la chapelle, il aperçut dans le chœur et à 3 pas de l'autel une masse gisante dans un grand manteau blanc. C'était la Mole. Les 2 soldats qui accompagnaient la litière s'étaient arrêtés en dehors de la porte. « Puisqu'on nous fait cette suprême grâce de nous réunir encore une fois, dit Coconas, alanguissant sa voix, portez-moi près de mon ami. » Les porteurs n'avaient aucun ordre contraire. Ils ne firent donc aucune difficulté d'accorder la demande de Coconas. La Mole était sombre et pâle. Sa tête était appuyée au marbre de la muraille. Ses cheveux noirs, baignés d'une sueur abondante, qui donnait à son visage la mate pâleur de l'ivoire, semblaient avoir conservé leur raideur après s'être hérissés sur sa tête. Sur un signe du porte-clés, les 2 valets s'éloignèrent pour aller chercher le prêtre que demanda Coconas. C'était le signal convenu. Coconas les suivait des yeux avec anxiété, mais il n'était pas le seul dont le regard ardent était fixé sur eux. À peine eurent-ils disparu que 2 femmes s'élancèrent de derrière l'autel et firent irruption dans le chœur avec des frémissements de joie qui les précédaient, agitant l'air comme le souffle chaud et bruyant qui précède l'orage. Marguerite se précipita vers la Mole et le saisit dans ses bras. La Mole poussa un cri terrible, un de ces cris comme en avait entendu Coconas dans son cachot et qui avait failli le rendre fou. « Mon Dieu, qu'y a-t-il donc, la Mole ?» dit Marguerite, se reculant d'effroi. La Mole poussa un gémissement profond et porta ses mains à ses yeux, comme pour ne pas voir Marguerite. Marguerite fut épouvantée plus encore de ce silence et de ce geste que du cri de douleur qu'avait poussé la Mole. « Oh !» s'écria-t-elle. « Qu'as-tu donc ? Tu es tout en sang !» Coconas, qui s'était élancé vers l'autel, qui avait pris le poignard, qui tenait déjà Henriette enlacée, se retourna. « Lève-toi donc, disait Marguerite. Lève-toi donc, je t'en supplie. Tu vois bien que le moment est venu. » Un sourire effrayant de tristesse passa sur les lèvres blêmes de la Mole, qui semblait ne plus devoir sourire. « Chère reine, dit le jeune homme, vous aviez compté sans Catherine, et par conséquent sans un crime. J'ai subi la question. Mes os sont rompus, tout mon corps n'est qu'une plaie, et le mouvement que je fais en ce moment pour appuyer mes lèvres sur votre front me cause des douleurs pires que la mort. » Et en effet, avec effort et tout pâlissant, la Mole appuya ses lèvres sur le front de la reine. « La question ?» s'écria Coconas. « Mais moi aussi, je l'ai subie.
Mais le bourreau n'a-t-il donc pas fait pour toi ce qu'il a fait pour moi ?» Et Coconas raconta tout. « Ah, dit la Mole, cela se comprend. Tu lui as donné la main le jour de notre visite. Moi, j'ai oublié que tous les hommes sont frères. J'ai fait le dédaigneux. Dieu me punit de mon orgueil. Merci à Dieu. » La Mole joignit les mains. Coconas et les deux femmes échangèrent un regard d'indicible terreur. « Allons, allons, dit le geôlier qui avait été jusqu'à la porte pour écouter et qui était revenu. Allons, ne perdez pas de temps, cher monsieur de Coconas. Mon coup de dague et arrangez-moi cela en digne gentilhomme, car ils vont venir. » Marguerite s'était agenouillée près de la Mole, pareille à ces figures de marbre courbées sur un tombeau, près du simulacre de celui qu'ils renferment. « Allons, ami, dit Coconas, du courage, je suis fort, je t'emporterai, je te placerai sur ton cheval, je te tiendrai même devant moi si tu ne peux te soutenir sur la selle. Mais partons, partons. » « Tu entends bien ce que nous dit ce brave homme, il s'agit de ta vie. » La Mole fit un effort surhumain, un effort sublime. « C'est vrai, il s'agit de ta vie, dit-il, et il essaya de se soulever. Annibal le prit sous le bras et le dressa debout. La Mole, pendant ce temps, n'avait fait entendre qu'une espèce de rugissement sourd. Mais au moment où Coconas le lâchait pour aller au guichetier, et lorsque le patient ne fut plus soutenu que par les bras des deux femmes, ses jambes plièrent, et, malgré les efforts de Marguerite en larmes, il tomba comme une masse, et le cri déchirant qu'il ne put retenir fit retentir la chapelle d'un écho lugubre qui vibra longtemps sous ses voûtes. « Vous voyez, dit la Mole avec un accent de détresse, vous voyez, ma reine, laissez-moi donc, abandonnez-moi donc avec un dernier adieu de vous. Je n'ai point parlé, Marguerite, votre secret est donc demeuré enveloppé dans mon amour et mourra tout entier avec moi. Adieu, ma reine, adieu. » Marguerite, presque inanimée elle-même, entoura de ses bras cette tête charmante et y imprima un baiser presque religieux. « Toi, Annibal, dit la Mole, toi que les douleurs ont épargné, toi qui es jeune encore et qui peux vivre, fuis, mon ami, donne-moi cette consolation suprême de te savoir en liberté. »« L'heure passe, cria le geôlier. Allons, hâtez-vous. » Henriette essayait d'entraîner doucement Annibal, tandis que Marguerite, à genoux, devant la Mole, les cheveux épars et les yeux ruisselants, semblait une madeleine. « Fuis, Annibal, reprit la Mole. Fuis, ne donne pas à nos ennemis le joyeux spectacle de la mort de deux innocents. » Coconas repoussa doucement Henriette qui la tirait vers la porte, et d'un geste si solennel qu'il en était devenu majestueux, « Madame, dit-il, donnez d'abord les 500 écus que nous avons promis à cet homme. »« Les voici, dit Henriette. » Alors, se retournant vers la Mole et secouant tristement la tête, « Quant à toi, bon la Mole, dit-il, tu me fais injure en pensant un instant que je puisse te quitter. N'ai-je pas juré de vivre et de mourir avec toi ? Mais tu souffres tant, pauvre ami, que je te pardonne. » Et il se recoucha résolument près de son ami, vers lequel il pencha sa tête et dont il effleura le front avec ses lèvres. Puis il attira doucement, doucement, comme une mère ferait pour son enfant, la tête de son ami, qui glissa contre la muraille et vint se reposer sur sa poitrine. Marguerite était sombre. Elle avait ramassé le poignard que venait de laisser tomber Coconas. « Oh, ma reine, dit en étendant les bras vers elle la Mole qui comprenait sa pensée. « Oh, ma reine, n'oubliez pas que je meurs pour éteindre jusqu'au moindre soupçon de notre amour. »« Mais que puis-je donc faire pour toi ?» s'écria Marguerite désespérée. « Si je ne puis pas même mourir avec toi !»« Tu peux faire, dit la Mole, tu peux faire que la mort me sera douce, et viendra en quelque sorte à moi avec un visage souriant. » Marguerite se rapprocha de lui en joignant les mains comme pour lui dire de parler. « Te rappelles-tu ce soir, Marguerite, où, en échange de ma vie que je t'offrais alors et que je te donne aujourd'hui, tu me fis une promesse sacrée ?» Marguerite tressaillit. « Ah, tu te rappelles,
dit la Mole, car tu frissonnes. Oui, oui, je me la rappelle, dit Marguerite. Et sur mon âme, Hyacinthe, cette promesse, je la tiendrai. Marguerite étendit de sa place la main vers l'autel, comme pour prendre une seconde fois Dieu à témoin de son serment. Le visage de la Mole s'éclaira comme si la voûte de la chapelle se fût ouverte, et qu'un rayon céleste eût descendu jusqu'à lui. « On vient, dit le geôlier. Marguerite poussa un cri et se précipita vers la Mole, mais la crainte de redoubler ses douleurs l'arrêta tremblante devant lui. Henriette posa ses lèvres sur le front de Coconas et lui dit « Je te comprends, mon Annibal, et je suis fière de toi. Je sais bien que ton héroïsme te fait mourir, mais je t'aime pour ton héroïsme. Devant Dieu, je t'aimerai toujours avant, et plus que toute chose. Et ce que Marguerite a juré de faire pour la Mole, sans savoir quelle chose cela est, je te jure que pour toi aussi je le ferai. » Et elle tendit sa main à Marguerite. « C'est bien parlé, cela. Merci, dit Coconas. « Avant de me quitter, ma reine, dit la Mole, une dernière grâce. Donnez-moi un souvenir quelconque de vous que je puisse baiser en montant à l'échafaud. »« Oh oui, s'écria Marguerite. Tiens !» Et elle détacha de son cou un petit reliquaire d'or soutenu par une chaîne du même métal. « Tiens, dit-elle, voici une relique sainte que je porte depuis mon enfance. Ma mère me la passa au cou quand j'étais toute petite et qu'elle m'aimait encore. Elle vient de notre oncle le pape Clément. Je ne l'ai jamais quittée. Tiens, prends-la. » La Mole la prit et la baisa avidement. « On ouvre la porte, dit le geôlier. Fuyez, mesdames, fuyez !» Les deux femmes s'élancèrent derrière l'autel, où elles disparurent. Au même moment, le prêtre entrait. Chapitre 29. La place Saint-Jean en grève. Il est 7 heures du matin. La foule attendait bruyante sur les places, dans les rues et sur les quais. À 10 heures du matin, un tombereau, le même dans lequel les deux amis, après leur duel, avaient été ramenés évanouis au Louvre, était parti de Vincennes, traversait lentement la rue Saint-Antoine, et sur son passage, les spectateurs, si pressés qu'ils s'écrasaient les uns les autres, semblaient des statues aux yeux fixes et à la bouche glacée. C'est qu'en effet, il y avait ce jour-là un spectacle déchirant, offert par la reine-mère à tout le peuple de Paris. Dans ce tombereau dont nous avons parlé, et qui s'acheminait à travers les rues, couchés sur quelques brins de paille, deux jeunes gens, la tête nue et complètement vêtus de noir, s'appuyaient l'un contre l'autre. Coconas portait sur ses genoux la Mole, dont la tête dépassait les traverses du tombereau et dont les yeux vagues erraient çà et là. Et cependant la foule, pour plonger son regard avide jusqu'au fond de la voiture, se pressait, se levait, se haussait, montant sur les bornes, s'accrochant aux anfractuosités des murailles, et paraissait satisfaite lorsqu'elle était parvenue à ne pas laisser vierge de son regard un seul point des deux corps qui sortaient de la souffrance pour aller à la destruction. Il avait été dit que la Mole mourait sans avoir avoué un seul des faits qui lui étaient imputés, tandis qu'au contraire, assurait-on, Coconas n'avait pu supporter la douleur et avait tout révélé. Aussi criait-on de tous côtés « Voyez, voyez le rouge, c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a tout dit. C'est un lâche qui est cause de la mort de l'autre. L'autre, au contraire, est un brave et n'a rien avoué. » Les deux jeunes gens entendaient bien, l'un les louanges, l'autre les injures qui accompagnaient leur marche funèbre, et tandis que la Mole serrait les mains de son ami, un sublime dédain éclatait sur la figure du Piémontais, qui, du haut du tombereau immonde, regardait la foule stupide, comme il l'eût regardé d'un char triomphal. L'infortune avait fait son œuvre céleste. Elle avait ennobli la figure de Coconas, comme la mort allait diviniser son âme. « Sommes-nous bientôt arrivés ?» demanda la Mole. « Je n'en puis plus, ami, et je crois que je vais m'évanouir. »« Attends, la Mole. Nous allons passer devant la rue Tison et devant la rue Cloche-Percée. Regarde un peu. »
Oh, soulève-moi, que je voie encore une fois cette bienheureuse maison. » Coconas étendit la main et toucha l'épaule du bourreau. Il était assis sur le devant du tombereau et conduisait le cheval. « Maître, lui dit-il, rends-nous ce service de t'arrêter un instant en face de la rue Tison. » Caboche fit de la tête un mouvement d'adhésion et, arrivé en face de la rue Tison, il s'arrêta. La Mole se souleva avec effort, aidée par Coconas. Regarda, l'œil voilé par une larme, cette petite maison silencieuse, muette et close comme un tombeau. Un soupir gonfla sa poitrine, et à voix basse, « Adieu, murmura-t-il. Adieu, la jeunesse, l'amour, la vie. » Et il laissa retomber sa tête sur sa poitrine. « Courage, dit Coconas, nous retrouverons peut-être tout cela là-haut. »« Crois-tu » murmura la Mole. « Je le crois, parce que le prêtre me l'a dit, et surtout parce que je l'espère. Mais ne t'évanouis pas, mon ami, ces misérables qui nous regardent riraient de nous. » Caboche entendit ces derniers mots, et fouettant son cheval d'une main, il tendit de l'autre à Coconas, et sans que personne le pût voir, une petite éponge imprégnée d'un révulsif si violent que la Mole, après l'avoir respirée et s'en être frotté les tempes, s'en trouva rafraîchie et ranimée. « Ah » dit la Mole, « je renais » et il baisa le reliquaire suspendu à son cou par la chaîne d'or. En arrivant à l'angle du quai et en tournant le charmant petit édifice bâti par Henri II, on aperçut l'échafaud se dressant comme une plateforme nue et sanglante. Cette plateforme dominait toutes les têtes. « Ami, dit la Mole, je voudrais bien mourir le premier. » Coconas toucha une seconde fois de sa main l'épaule du bourreau. « Qu'y a-t-il, mon gentilhomme » demanda celui-ci en se retournant. « Brave homme, dit Coconas, tu tiens à me faire plaisir, n'est-ce pas ? Tu me l'as dit, du moins. »« Oui, et je vous le répète. Voilà mon ami qui a plus souffert que moi, et qui, par conséquent, a moins de force. » « Eh bien, il me dit qu'il souffrirait trop de me voir mourir le premier. D'ailleurs, si je mourais le premier, il n'aurait personne pour le porter sur l'échafaud. »« C'est bien, dit Caboche en essuyant une larme avec le dos de sa main. « Soyez tranquille, on fera ce que vous désirez. »« Et d'un seul coup, n'est-ce pas ?» dit à voix basse le Piémontais. « D'un seul. C'est bien. Si vous avez à vous reprendre, reprenez-vous sur moi. » Le tombereau s'arrêta, on était arrivé. Coconas mit son chapeau sur sa tête. Une rumeur semblable à celle des flots de la mer bruit aux oreilles de la Mole. Il voulut se lever, mais les forces lui manquèrent, et il fallut que Caboche et Coconas le soutinssent sous les bras. La place était pavée de têtes, les marches de l'hôtel de ville semblaient un amphithéâtre peuplé de spectateurs. Chaque fenêtre donnait passage à des visages animés dont les regards semblaient flamboyer. Quand on vit le beau jeune homme, qui ne pouvait plus se soutenir sur ses jambes brisées, faire un effort suprême pour aller de lui-même à l'échafaud, une clameur immense s'éleva comme un cri de désolation universelle. Les hommes rugissaient, les femmes poussaient des gémissements plaintifs. « C'était un des premiers raffinés de la cour, » disaient les hommes, « et ce n'était pas à Saint-Jean-d'Engrève qu'il devait mourir, c'était au Préau-Clair. »« Qu'il est beau, qu'il est pâle, » disaient les femmes, « c'est celui qui n'a point parlé. »« Ami, dit la Mole, je ne puis me soutenir, porte-moi. »« Attends, dit Coconas. » Il fit un signe au bourreau qui s'écarta. Puis, se baissant, il prit la Mole dans ses bras comme il eût fait d'un enfant et monta sans chanceler, chargé de son fardeau, l'escalier de la plateforme où il déposa la Mole, au milieu des cris frénétiques et des applaudissements de la foule. Coconas leva son chapeau de dessus sa tête et salua, puis il jeta son chapeau près de lui sur l'échafaud. « Regarde autour de nous, » dit la Mole. « Ne les aperçois-tu pas quelque part ?» Coconas jeta lentement un regard circulaire tout autour de la place, et, arrivé sur un point, il s'arrêta, étendant, sans détourner les yeux, sa main qui toucha l'épaule de son ami. « Regarde, dit-il,
Regarde la fenêtre de cette petite tourelle. » Et de son autre main, il montrait à la Mole le petit monument qui existe encore aujourd'hui entre la rue de la Vannerie et la rue du Mouton, un des débris des siècles passés. Deux femmes vêtues de noir se tenaient appuyées l'une à l'autre, non pas à la fenêtre, mais un peu en arrière. « Ah » fit la Mole, « je ne craignais qu'une chose, c'était de mourir sans la revoir. Je l'ai revue, je puis mourir. » Et, les yeux avidement fixés sur la petite fenêtre, il porta le reliquaire à sa bouche et le couvrit de baisers. Coconas saluait les deux femmes avec toutes les grâces qu'il se fût données dans un salon. En réponse à ce signe, elles agitèrent leurs mouchoirs tout trempés de larmes. Caboche, à son tour, toucha du doigt l'épaule de Coconas et lui fit des yeux un signe significatif. « Oui, oui, » dit le Piémontais. Alors, se retournant vers la Mole, « Embrasse-moi, lui dit-il, et meurs bien. Cela ne sera point difficile, ami, tu es si brave. »« Ah, dit la Mole, il n'y a pas de mérite à moi de mourir bien. Je souffre tant. » Le prêtre s'approcha et tendit un crucifix à la Mole, qui lui montra en souriant le reliquaire qu'il tenait à la main. « N'importe, dit le prêtre, demandez toujours la force à celui qui a souffert ce que vous allez souffrir. » La Mole baisa les pieds du Christ. « Recommandez-moi, dit-il, aux prières des dames de la Benoîte Sainte-Vierge. »« Hâte-toi, la Mole, dit Coconas. Tu me fais tant de mal que je sens que je faiblis. »« Je suis prêt, dit la Mole. »« Pourrez-vous tenir votre tête bien droite, dit Caboche, apprêtant son épée derrière la Mole agenouillée. « Je l'espère, dit celui-ci. »« Alors, tout ira bien. »« Mais vous, dit la Mole, vous n'oublierez pas ce que je vous ai demandé. Ce reliquaire vous ouvrira les portes. Soyez tranquille, mais essayez un peu de tenir la tête droite. » La Mole redressa le cou et, tournant les yeux vers la petite tourelle, « Adieu, Marguerite, dit-il. »« Sois bé. » Il n'acheva pas. D'un revers de son glaive rapide et flamboyant comme un éclair, Caboche fit tomber d'un seul coup la tête qui alla rouler aux pieds de Coconas. Le corps s'étendit doucement comme s'il se couchait. Un cri immense retentit, formé de 1000 cris, et dans toutes ces voix de femmes, il sembla à Coconas qu'il avait entendu un accent plus douloureux que tous les autres. « Merci, mon digne ami, merci !» dit Coconas, qui tendit une 3e fois la main au bourreau. « Mon fils, dit le prêtre à Coconas, n'avez-vous rien à confier à Dieu ? » ?»« Ma foi, non, mon père, dit le Piémontais. Tout ce que j'aurais à lui dire, je vous l'ai dit à vous-même hier. » Puis, se retournant vers Caboche, « Allons, bourreau, mon dernier ami, dit-il. Encore un service. » Et avant de s'agenouiller, il promena sur la foule un regard si calme et si serein qu'un murmure d'admiration vint caresser son oreille et faire sourire son orgueil. Alors, pressant la tête de son ami et déposant un baiser sur ses lèvres violettes, il jeta un dernier regard sur la tourelle et, s'agenouillant, tout en conservant cette tête bien-aimée entre ses mains, « À moi, dit-il. » Il n'avait pas achevé ces mots que Caboche avait fait voler sa tête. Ce coup fait, un tremblement convulsif s'empara du digne homme. « Il était temps que cela finît, murmura-t-il. Pauvre enfant !» Et il tira avec peine des mains crispées de la Mole le reliquaire d'or. Il jeta son manteau sur les tristes dépouilles que le tombereau devait ramener chez lui. Le spectacle étant fini, la foule s'écoula. Chapitre 30. La tour du pilori. La nuit venait de descendre sur la ville frémissante encore du bruit de ce supplice, dont les détails couraient de bouche en bouche, assombrir dans chaque maison l'heure joyeuse du souper de famille. Cependant, tout au contraire de la ville, qui était silencieuse et lugubre, le Louvre était bruyant, joyeux et illuminé. C'est qu'il y avait grande fête au palais, une fête commandée par Charles IX, une fête qu'il avait indiquée pour le soir
en même temps qu'il indiquait le supplice pour le matin. La reine de Navarre avait reçu, dès la veille au soir, l'ordre de s'y trouver, et, dans l'espérance que la Mole et Coconas seraient sauvés dans la nuit, dans la conviction que toutes les mesures étaient bien prises pour leur salut, elle avait répondu à son frère qu'elle ferait selon ses désirs. Mais depuis qu'elle avait perdu tout espoir, par la scène de la chapelle, depuis qu'elle avait, dans un dernier mouvement de pitié pour cet amour, le plus grand et le plus profond qu'elle avait éprouvé de sa vie, assisté à l'exécution, elle s'était bien promis que ni prière ni menace ne la feraient assister à une fête joyeuse au Louvre, le même jour où elle avait vu une fête si lugubre en grève. Le roi Charles IX avait donné ce jour-là une nouvelle preuve de cette puissance de volonté que personne peut-être ne poussa au même degré que lui. Alité depuis 15 jours, frêle comme un moribond, livide comme un cadavre, il se leva vers 5 heures et revêtit ses plus beaux habits. Il est vrai que, pendant la toilette, il s'évanouit 3 fois. Vers 8 heures, il s'informa de ce qu'était devenue sa sœur et demanda si on l'avait vue et si l'on savait ce qu'elle faisait. Personne ne lui répondit, car la reine était rentrée chez elle vers les 11 heures et s'y était renfermée en défendant absolument sa porte. Mais il n'y avait pas de porte fermée pour Charles. Appuyé sur le bras de M. de Nancey, il s'achemina vers l'appartement de la reine de Navarre et entra tout à coup par la porte du corridor secret. Quoiqu'il s'attendît à un triste spectacle et qu'il y eût d'avance préparé son cœur, celui qu'il vit était plus déplorable encore que celui qu'il avait rêvé. Marguerite, à demi morte, couchée sur une chaise longue, la tête ensevelie dans des coussins, ne pleurait pas, ne priait pas, mais depuis son retour, elle râlait comme une agonisante. À l'autre coin de la chambre, Henriette de Nevers, cette femme intrépide, gisait, sans connaissance, étendue sur le tapis. En revenant de la grève, comme à Marguerite, les forces lui avaient manqué, et la pauvre Gillonne allait de l'une à l'autre, n'osant pas essayer de leur adresser une parole de consolation. Dans les crises qui suivent ces grandes catastrophes, on est avare de sa douleur comme d'un trésor, et l'on tient pour ennemi quiconque tente de nous en distraire la moindre partie. Charles IX poussa donc la porte, et laissant Nancey dans le corridor, il entra pâle et tremblant. Ni l'une ni l'autre des femmes ne l'avait vu. Gillonne seule, qui dans ce moment portait secours à Henriette, se releva sur un genou et tout effrayée regarda le roi. Le roi fit un geste de la main. Elle se releva, fit la révérence et sortit. Alors Charles se dirigea vers Marguerite, la regarda un instant en silence, puis, avec une intonation dont on eût cru cette voix incapable, « Margot, dit-il, ma sœur !» La jeune femme tressaillit et se redressa. « Votre Majesté, dit-elle. »« Allons, ma sœur, du courage !» Marguerite leva les yeux au ciel. « Oui, dit Charles, je sais bien, mais écoute-moi. » La reine de Navarre fit signe qu'elle écoutait. « Tu m'as promis de venir au bal, dit Charles. « Moi ?» s'écria Marguerite. « Oui, et d'après ta promesse, on t'attend. De sorte que si tu ne venais pas, on serait étonné de ne pas t'y voir. »« Excusez-moi, mon frère, dit Marguerite. Vous le voyez, je suis bien souffrante. »« Faites un effort sur vous-même. » Marguerite parut un instant tentée de rappeler son courage, puis tout à coup, s'abandonnant et laissant retomber sa tête sur ses coussins. « Non, non, je n'irai pas, dit-elle. Charles lui prit la main, s'assit sur sa chaise longue et lui dit « Tu viens de perdre un ami. Je le sais, Margot. Mais regarde-moi. N'ai-je pas perdu tous mes amis, moi? Et de plus, ma mère? Toi, tu as toujours pu pleurer à l'aise, comme tu pleures en ce moment. Moi, à l'heure de mes plus fortes douleurs, j'ai toujours été forcée de sourire. Tu souffres. Regarde-moi. Moi, je meurs. Eh bien, Margot, voyons, du courage. Je te le demande, ma sœur, au nom de notre gloire. Nous portons comme une croix d'angoisse la renommée de notre maison.
portons-la, comme le Seigneur, jusqu'au calvaire. Et si, sur la route, comme lui, nous trébuchons, relevons-nous, courageux et résignés comme lui. « Oh, mon Dieu !» s'écria Marguerite. « Oui, » dit Charles, répondant à sa pensée. « Oui, le sacrifice est rude, ma sœur. Mais chacun fait le sien, les uns de leur honneur, les autres de leur vie. Crois-tu qu'avec mes 25 ans et le plus beau trône du monde, je ne regrette pas de mourir ? Eh bien, regarde-moi. Mes yeux, mon teint, mes lèvres sont d'un mourant, c'est vrai. Mais mon sourire, est-ce que mon sourire ne ferait pas croire que j'espère ? Et, cependant, dans 8 jours, 1 mois tout au plus, tu me pleureras, ma sœur, comme celui qui est mort aujourd'hui. »« Mon frère !» s'écria Margot en jetant ses 2 bras autour du cou de Charles. « Allons, habillez-vous, chère Marguerite, » dit le roi. « Cachez votre pâleur et paraissez au bal. Je viens de donner ordre qu'on vous apporte des pierreries nouvelles et des ajustements dignes de votre beauté. »« Oh, des diamants, des robes, » dit Marguerite. « Que m'importe tout cela maintenant ? » ?»« La vie est longue, Marguerite, » dit en souriant Charles. « Pour toi, du moins. »« Jamais, jamais, ma sœur. Souviens-toi d'une chose. Quelquefois, c'est en étouffant, ou plutôt en dissimulant la souffrance, que l'on honore le mieux les morts. »« Eh bien, sire, » dit Marguerite, frissonnante, « j'irai. » Une larme, qui fut bue aussitôt par sa paupière aride, mouilla l'œil de Charles. Il s'inclina vers sa sœur, la baisa au front, s'arrêta un instant devant Henriette, qui ne l'avait ni vue ni entendue, et dit « Pauvre femme !» Puis il sortit silencieusement. Derrière le roi, plusieurs pages entrèrent, apportant des coffres et des écrins. Marguerite fit signe de la main que l'on déposa tout cela à terre. Les pages sortirent. Gilonne resta seule. « Prépare-moi tout ce qu'il me faut pour m'habiller, Gilonne, » dit Marguerite. La jeune fille regarda sa maîtresse d'un air étonné. « Oui, » dit Marguerite avec un accent dont il serait impossible de rendre l'amertume. « Oui, je m'habille, je vais au bal. On m'attend là-bas. Dépêche-toi donc, la journée aura été complète. Fête à la Grève ce matin, fête au Louvre ce soir. »« Et madame la duchesse ?» dit Gilonne. « Oh, elle est bien heureuse. Elle peut rester ici. Elle peut pleurer. Elle peut souffrir tout à son aise. Elle n'est pas fille de roi, femme de roi, sœur de roi. Elle n'est pas reine. Aide-moi à m'habiller, Gilonne. » La jeune fille obéit. Les parures étaient magnifiques, la robe splendide. Jamais Marguerite n'avait été si belle. Elle se regarda dans une glace. « Mon frère a bien raison, dit-elle, et c'est une bien misérable chose que la créature humaine. » En ce moment, Gilonne revint. « Madame, dit-elle, un homme est là qui vous demande. »« Moi ? » ?»« Oui, vous. Quel est cet homme ? » ?»« Je ne sais, mais son aspect est terrible et sa seule vue m'a fait frissonner. »« Va lui demander son nom, » dit Marguerite en pâlissant. Gilonne sortit et quelques instants après, elle rentra. « Il n'a pas voulu me dire son nom, madame, mais il m'a prié de vous remettre ceci. » Gilonne tendit à Marguerite le reliquaire qu'elle avait donné la veille au soir à la Mole. « Oh, fais entrer, dit vivement la reine. Et elle devint plus pâle et plus glacée encore qu'elle n'était. Un pas lourd ébranla le parquet. L'écho, indigné sans doute de répéter un pareil bruit, gronda sous le lambris, et un homme parut sur le seuil. « Vous êtes, » dit la reine. « Celui que vous rencontrâtes un jour près de Montfaucon, madame, et qui ramena au Louvre, dans son tombereau, 2 gentilshommes blessés. »« Oui, je vous reconnais. Vous êtes maître Caboche. »« Bourreau de la prévôté de Paris, madame. » C'étaient les seuls mots que Henriette avait entendus de tous ceux que depuis 1 heure on prononçait autour d'elle.
Elle dégagea sa tête pâle de ses deux mains et regarda le bourreau avec ses yeux d'émeraude, d'où semblait sortir un double jet de flamme. « Et vous venez ?» dit Marguerite, tremblante. « Vous rappelez la promesse faite au plus jeune des deux gentilshommes, à celui qui m'a chargé de vous rendre ce reliquaire. Vous la rappelez-vous, madame ?»« Ah, oui, oui !» s'écria la reine, « et jamais ombre plus généreuse n'aura plus noble satisfaction. Mais où est-elle ?»« Elle est chez moi avec le corps. »« Chez vous ? Pourquoi ne l'avez-vous pas apportée ?»« Je pouvais être arrêté au guichet du Louvre. On pouvait me forcer de lever mon manteau. Qu'aurait-on dit si, sous ce manteau, on avait vu une tête ? » « C'est bien, gardez-la chez vous. J'irai la chercher demain. »« Demain, madame, demain, dit maître Caboche. Il sera peut-être trop tard. »« Pourquoi cela ? » ?»« Parce que la reine-mère m'a fait retenir, pour ses expériences cabalistiques, les têtes des deux premiers condamnés que je décapiterai. »« Oh, profanation ! Les têtes de nos bien-aimés ! Henriette !» s'écria Marguerite en courant à son amie, qu'elle retrouva debout comme si un ressort venait de la remettre sur ses pieds. « Henriette, mon ange, entends-tu ce qu'il dit, cet homme ? Oui, eh bien, que faut-il faire ? Il faut aller avec lui. » Puis, poussant un cri de douleur avec lequel les grandes infortunes se reprennent à la vie, « Ah, j'étais cependant si bien, dit-elle. J'étais presque morte. » Pendant ce temps, Marguerite jetait sur ses épaules nues un manteau de velours. « Viens, viens, dit-elle, nous allons les revoir encore une fois. » Marguerite fit fermer toutes les portes, ordonna que l'on amenât la litière à la petite porte dérobée, puis, prenant Henriette sous le bras, descendit par le passage secret, faisant signe à Caboche de les suivre. À la porte d'en bas était la litière, au guichet était le valet de Caboche avec une lanterne. Les porteurs de Marguerite étaient des hommes de confiance, muets et sourds, plus sûrs que ne l'eussent été des bêtes de somme. La litière marcha pendant 10 minutes à peu près, précédée de maître Caboche et de son valet portant la lanterne. Puis elle s'arrêta. Le bourreau ouvrit la portière, tandis que le valet courait devant. Marguerite descendit, aida la duchesse de Nevers à descendre. Dans cette grande douleur qui les étreignait toutes deux, c'était cette organisation nerveuse qui se trouvait être la plus forte. Le tour du pilori se dressait devant les deux femmes comme un géant sombre et informe, envoyant une lumière rougeâtre par 2 sarbacanes qui flamboyaient à son sommet. Le valet reparut sur la porte. « Vous pouvez entrer, mesdames, » dit Caboche. « Tout le monde est couché dans la tour. » Au même moment, la lumière des 2 meurtrières s'éteignit. Les 2 femmes, serrées l'une contre l'autre, passèrent sous la petite porte en ogive et foulèrent dans l'ombre une dalle humide et raboteuse. Elles aperçurent une lumière au fond d'un corridor tournant et, guidées par le maître hideux du logis, elles se dirigèrent de ce côté. La porte se referma derrière elles. Caboche, un flambeau de cire à la main, les introduisit dans une salle basse et enfumée. Au milieu de cette salle était une table dressée avec les restes d'un souper et 3 couverts. Ces 3 couverts étaient sans doute pour le bourreau, sa femme et son aide principale. Dans l'endroit le plus apparent était cloué à la muraille un parchemin scellé du sceau du roi. C'était le brevet patibulaire. Dans un coin était une grande épée à poignée longue. C'était l'épée flamboyante de la justice. Ça et là, on voyait encore quelques images grossières représentant des saints martyrisés par tous les supplices. Arrivé là, Caboche s'inclina profondément. « Votre Majesté m'excusera, dit-il, si j'ai osé pénétrer dans le Louvre et vous amener ici. Mais c'était la volonté expresse et suprême du gentilhomme, de sorte que j'ai dû... »« Vous avez bien fait, maître, vous avez bien fait, dit Marguerite. Et voici pour récompenser votre zèle. » Caboche regarda tristement la bourse gonflée d'or que Marguerite venait de déposer sur la table. « De l'or, toujours de l'or, murmura-t-il. Hélas, madame, que ne puis-je moi-même racheter à prix d'or le sang que j'ai été obligée de répandre aujourd'hui ?»« Maître, dit Marguerite, avec une hésitation douloureuse et en regardant autour d'elle. Maître, maître,
Nous faudrait-il encore aller ailleurs? Je ne vois pas. » »« Non, madame, non, ils sont ici. Mais c'est un triste spectacle. Et que je pourrais vous épargner en vous apportant caché dans un manteau ce que vous venez chercher. » Marguerite et Henriette se regardèrent simultanément. « Non, » dit Marguerite, qui avait lu dans le regard de son amie la même résolution qu'elle venait de prendre. « Non, montrez-nous les chemins et nous vous suivrons. » Caboche prit le flambeau, ouvrit une porte de chêne qui donnait sur un escalier de quelques marches et qui s'enfonçait en plongeant sous la terre. Au même instant, un courant d'air passa, faisant voler quelques étincelles de la torche et jetant au visage des princesses l'odeur nauséabonde de la moisissure et du sang. Henriette s'appuya, blanche comme une statue d'albâtre, sur le bras de son amie à la marche plus assurée. Mais au premier degré, elle chancela. « Oh, je ne pourrai jamais, » dit-elle. « Quand on aime bien, Henriette, » répliqua la reine, « on doit aimer jusque dans la mort. » C'était un spectacle horrible et touchant à la fois que celui que présentaient ces deux femmes resplendissantes de jeunesse, de beauté, de parure, se courbant sous la voûte ignoble et crieuse, la plus faible s'appuyant à la plus forte et la plus forte s'appuyant au bras du bourreau. On arriva à la dernière marche. Au fond du caveau gisaient deux formes humaines recouvertes par un large drap de serge noir. Caboche leva un coin du voile, approcha son flambeau et dit « Regardez, madame la reine. » Dans leurs habits noirs, les deux jeunes gens étaient couchés côte à côte avec l'effrayante symétrie de la mort. Leurs têtes, inclinées et rapprochées du tronc, semblaient séparées seulement au milieu du cou par un cercle de rouge vif. La mort n'avait pas désuni leurs mains, car, soit hasard, soit pieuse attention du bourreau, la main droite de la Mole reposait dans la main gauche de Coconas. Il y avait un regard d'amour sous les paupières de la Mole. Il y avait un sourire de dédain sous celle de Coconas. Marguerite s'agenouilla près de son amant et de ses mains éblouissantes de pierreries leva doucement cette tête qu'elle avait tant aimée. Quant à la duchesse de Nevers, appuyée à la muraille, elle ne pouvait détacher son regard de ce pâle visage sur lequel tant de fois elle avait cherché la joie et l'amour. « La Mole, chère la Mole !» murmura Marguerite. « Annibal, Annibal !» s'écria la duchesse de Nevers. « Si fière, si brave, tu ne me réponds plus !» Et un torrent de larmes s'échappa de ses yeux. Cette femme, si dédaigneuse, si intrépide, si insolente dans le bonheur, cette femme qui poussait le scepticisme jusqu'au doute suprême, la passion jusqu'à la cruauté, cette femme n'avait jamais pensé à la mort. Marguerite lui en donna l'exemple. Elle enferma dans un sac brodé de perles et parfumé des plus fines essences la tête de la Mole, plus belle encore puisqu'elle se rapprochait du velours et de l'or, et à laquelle une préparation particulière, employée à cette époque dans les embaumements royaux, devait conserver sa beauté. Henriette s'approcha à son tour, enveloppant la tête de Coconas dans un pan de son manteau. Et toutes deux, courbées sous leur douleur plus que sous leur fardeau, montèrent l'escalier avec un dernier regard pour les restes qu'elles laissaient à la merci du bourreau dans ce sombre réduit des criminels vulgaires. « Ne craignez rien, madame, » dit Caboche, qui comprit ce regard. « Les gentilshommes seront ensevelis, enterrés saintement, je vous le jure. »« Et tu leur feras dire des messes avec ceci, » dit Henriette, arrachant de son cou un magnifique collier de rubis et le présentant au bourreau. On revint au Louvre comme on en était sorti. Au guichet, la reine se fit reconnaître. Au bas de son escalier particulier, elle descendit, rentra chez elle, déposa sa triste relique dans le cabinet de sa chambre à coucher, destiné dès ce moment à devenir un oratoire, laissa Henriette en garde de sa chambre, et, plus pâle et plus belle que jamais, entra vers 10 heures dans la grande salle du bal, la même où nous avons vu, il y a tantôt 2 ans et demi, s'ouvrir le premier chapitre de notre histoire.
Tous les yeux se tournèrent vers elle, et elle supporta ce regard universel d'un air fier et presque joyeux. C'est qu'elle avait religieusement accompli le dernier vœu de son ami. Charles, en l'apercevant, traversa chancelant le flot doré qui l'entourait. « Ma sœur, dit-il tout haut, je vous remercie. » Puis, tout bas, « Prenez garde, dit-il, vous avez au bras une tache de sang. »« Ah, qu'importe, sire, dit Marguerite, pourvu que j'aie le sourire sur les lèvres. » Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. N'oubliez pas de laisser un pouce si vous avez aimé.